Alors pour terminer, je vais céder la parole à Yves Alavaux, donc conseiller à la direction de développement culturel de la ville de Montréal. Donc il va clore les communications de cet atelier en parlant des fortunes diverses, des politiques culturelles, valorisation ou tendance au déclin, un potentiel nécessaire à l'essor d'une francophonie ouverte et moderne. Je vais quand même présenter un peu M. Yves Alavaux avant de lui céder la parole. Alors, après avoir été formé en lettres et en philosophie à l'Université de Nantes en France et à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, Yves Alavaux est allé poursuivre ses études à l'Université de Montréal où il a obtenu une maîtrise en sciences de la communication en 1983. Parmi ses réalisations professionnelles récentes, notons la conception de nombreux programmes de formation spécialisés en relations interculturelles, l'enseignement du journalisme et des communications, de même que le développement d'approches novatrices en gestion et animation d'événements de grande envergure. Donc la dynamique de l'interculturalisme au sein de notre société est au cœur de ses actions et de ses nombreux engagements à titre de citoyen. Donc j'espère qu'il nous parlera justement de cette fameuse notion, je dirais, québécoise selon moi, enfin de l'interculturalisme dans sa communication. Voilà, ben, je cède la parole à M. Alavaux. Merci beaucoup. Alors je veux d'abord remercier ceux qui nous ont invités ici, le Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions, Monsieur Gervais Carpin, bien sûr Erika qui préside notre séance. Je veux saluer ici Jean-Pierre Asselin de Beauville, recteur de l'AUF, qui je pense a fait la conférence d'ouverture, et vous saluez tous les collègues qui sont conférenciers et celles et ceux qui assistaient à ces présentations. Celles et ceux qui m'ont précédé, malheureusement je n'ai pas eu la chance cette semaine de pouvoir y être, ni d'arriver tôt ce matin pour écouter les exposés très intéressants qui se sont passés, qui se sont produits ici. Et simplement pour dire que, en même temps, en vous présentant un peu les trois aspects que je vais essayer de traiter ici, pour dire qu'il y a vraiment dans l'ensemble de ces séances comme un fil conducteur intéressant, différents aspects qui sont abordés et qui montrent comment aujourd'hui la francophonie est vraiment un carrefour à partir duquel et vers lequel aussi, je pense, l'ensemble des apports des différentes cultures, cette fameuse diversité des expressions culturelles, je pense qu'elle trouve son sens profond là, à tous les niveaux. Et quand on parle ici de culture ou de diversité des expressions culturelles, c'est l'ensemble de tous les médias qui sont concernés, y compris les médias électroniques qui sont les médias de communication, mais aussi l'ensemble des productions culturelles, artistiques, à tous les niveaux. Donc je pense que de plus en plus, ce domaine lui-même s'enrichit et la francophonie est comme un espace commun que se partagent ces différentes cultures, qui y apportent quelque chose et qui, à partir de la francophonie, et l'exposé de France Voltaire tout à l'heure sur la diaspora, je parlerai donc de diaspora un peu rapidement. J'ai trouvé des choses intéressantes dans un livre dont je vous parlerai. Ensuite, je parlerai de tout ce qui touche, pas tellement de l'interculturalisme, hein, parce que ça c'est encore autre chose, mais vraiment de la diversité des expressions culturelles, dans le sens où, je vais essayer de me référer exactement à voilà, comment cette diversité des expressions culturelles est influencée, je dirais, par toute l'évolution, ce qu'on appelle entre guillemets la mondialisation. L'évolution et l'accélération des moyens de communication. Il y a un groupe de travail il y a 7 ans qui a travaillé dessus, qui s'est regroupé et autour duquel certains pays ont servi, je dirais, dans ce projet pilote sur ces questions-là. Et enfin, le sujet, parce que je vous disais dans l'intitulé, on parle à partir d'où nous sommes, donc à partir du Canada, comment nos politiques culturelles, depuis quelques décennies, ont à la fois permis un certain essor de la francophonie et développé ces réseaux-là, et assistons-nous aujourd'hui, plutôt d'après moi, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer, à un déclin plutôt qu'à un essor de toutes ces politiques culturelles qui ne font pratiquement plus de place, en tous les cas à partir du point de vue que je connais, le point de vue canadien, nos politiques culturelles qui ne font pratiquement plus de place à cette francophonie dans le sens où on est coupé de plus en plus à cause de nos politiques culturelles d'État, des politiques culturelles
nationale canadienne, on est de plus en plus restreint dans cet espace qui était vraiment plein de promesses. Un petit mot sur les diasporas, ce que c'est que la diaspora, parce que je pense que c'est important qu'on s'arrête un peu dessus. Je vais essayer de respecter quand même les 15 minutes du temps qui est alloué pour ne pas vous perdre. Mais j'ai trouvé des choses intéressantes dans un livre dont je vous donne ici la référence, si je peux bien, qui s'appelle « Les mots des diasporas », un livre coécrit par Chantal Bord-Benayoun et Dominique Schnapper, et qui a été publié aux presses universitaires du Mirail. Rapidement, j'ai retenu, à travers leur présentation, leur explication de la diaspora, je ne pense pas que c'est anodin, je pense que c'est important qu'on puisse, de différentes façons, l'exposer. Quand je suis arrivé à la séance précédente, il a été souvent question de diaspora, et je pense que c'était aussi vu à travers le féminisme, à travers certaines expériences d'échanges inégaux aussi. Il a été question d'expliquer, de montrer sous cet angle-là la diaspora. Alors, je vais juste lire cette partie de leur explication et ensuite essayer rapidement de vous dire ce que j'ai retenu d'essentiel là-dedans avant de passer au deuxième aspect. On ne peut s'en tenir aux seuls critères géographiques et se contenter d'appeler diaspora la dissémination d'une population dans l'espace mondial à partir d'un lieu originel ou supposé originel. Alors, il y a là, je pense, quelque chose qui nous montre comment le concept lui-même de diaspora et la façon dont les diasporas sont vécues a évolué. Donc, cette espèce de lien objectif ou symbolique, ou je dirais presque de lien spirituel, culturel, politique, entre les groupes dispersés, qui sont souvent en situation de minorité. Ce n'est pas seulement une référence à un lieu d'origine, où on peut maintenir une certaine forme de solidarité culturelle, ou sentimentale, ou politique, plus ou moins active entre ces différents établissements de peuple. Par diaspora, donc là je vais citer ici tout de suite un peu la définition des auteurs. Par diaspora, on suggère aussi une interdépendance féconde entre les éléments dispersés, les relations concrètes, les réseaux denses ou ténus qui les relient, mais aussi la connaissance diffuse de l'expérience commune, dispersée dans des lieux divers où se développent autant d'expériences spécifiques qui construisent des liens objectifs et qui créent vraiment cette conscience de diaspora. Je pense que ces aspects-là sont importants et qu'il y a toute une réflexion qui est un peu l'expression de tout ce que nous faisons, nous qui appartenons à ces diasporas. Et la présentation de Franz tout à l'heure a permis de bien saisir comment, je dirais, ce mot, cette réalité est éclatée et comment elle est vécue et comment on peut effectivement, réellement vivre et partager et intégrer une multiplicité d'appartenances à tous les niveaux. Alors ça aussi, je pense que c'est un des aspects. Et quand je dis ça, je parle de comment, on parlait des mondes noirs, comment Africains et membres de la diaspora africaine, puisque c'est notre sujet, comment nous vivons, nous, à partir du Canada, dans un pays où il y a un bilinguisme, mais une multiplicité de cultures qui s'entrerichissent. Comment est-ce qu'on vit, nous, dans la francophonie, selon qu'on est issu de cultures autres que de cultures essentiellement francophones. Donc, comment est-ce qu'on vit cette multiplicité d'appartenances dans notre participation au développement d'une société? Moi, ça fait 30 ans que je vis ici, et les contributions que nous apportons, je dirais, aux faits francophones et à la façon dont s'actualise la francophonie dans ce pays sont très, très multiples, très variées en fonction de cela. Et je ne pense pas que c'était anodin
de parler de cet angle-là de la diaspora. Le deuxième aspect dont je voulais vous parler, avant de parler des politiques canadiennes, des politiques culturelles canadiennes par rapport à tout ce qui touche la diversité, donc faire un survol rapide, c'est une expérience qui a été faite il y a 7 ans par un groupe de travail qui avait comme sujet diversité culturelle et mondialisation. 5 pays ont été choisis pour participer à cette étude pilote: le Canada, la Hongrie, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Suède. Et plusieurs contraintes. Bon, je vais pas vous livrer ici les résumés de ce groupe de travail, leur rapport, mais essentiellement quelques aspects qui touchent la question que nous abordons aujourd'hui. Donc, comment s'élaborent ces politiques culturelles en tenant compte, dans les pays où c'est le cas, de ce qu'il y a comme diversité dans les populations, diversité dans les cultures qui participent à ces pays. Il y a des contraintes, j'en ai relevé quelques-unes, qui sont propres à ces pays. Donc, les gouvernements doivent en priorité préserver et promouvoir une identité et des valeurs nationales prédéfinies. Les gouvernements doivent déployer des efforts supplémentaires et plus soutenus pour favoriser une cohésion sociale à l'intérieur de leurs frontières. La diversité culturelle dans le contexte de l'établissement de politiques culturelles est un outil permettant de mettre en équilibre la culture locale et les influences de la mondialisation et de la commercialisation. Donc ça, ce sont des aspects, des contraintes, je dirais, qui sont communes à ces pays qui vivent et qui doivent composer leur politique culturelle dans un contexte où ils ont au sein même de leur population une diversité culturelle. Et un des aspects aussi que ce projet a permis de révéler, c'est une espèce de situation paradoxale où on peut souligner, parce que j'essaie de résumer pour ne pas m'étendre et rentrer dans les détails, que ces situations-là mettent en relief l'utilisation donc par les ministères ou les institutions qui doivent travailler sur la diversité culturelle, d'instruments qui vont plutôt agir en termes de cohésion sociale. Le nombre de programmes et d'activités qui visent à préserver l'identité des valeurs culturelles nationales se fait surtout grâce à des moyens de communication, donc radio, télévision et des programmes d'instruction civique. Il y a encore plus d'efforts à déployer par les décideurs pour soutenir et cibler, aider donc les groupes plus ou moins défavorisés dans ces pays. Et souvent, il y a une espèce de moyen alternatif qui permet à cette diversité de s'exprimer. C'est à travers, ce qui est marqué ici, c'est le recours au festival comme soutien ou solution de rechange pour la diffusion de produits culturels autochtones et contemporains qui ne sont pas reconnus par les régimes de financement officiels. Alors, je ne pense pas que ça vaut la peine de rentrer dans les détails pour l'ensemble des modes d'intervention que ces pays-là ont en commun face à la diversité culturelle et des institutions et des programmes qu'ils doivent développer. Je vais peut-être tout de suite aller au troisième aspect qui est vraiment comment nos politiques culturelles canadiennes, dans ce contexte de diversité, comment les politiques, disons au cours d'une trentaine d'années, comment elles ont évolué. Est-ce que ça va? Oui? J'essaie de ne pas trop... Je vois que le temps passe. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si on survole un peu des années 70 à maintenant, il y avait à l'époque, disons, si je veux bien être précis,
entre 78 et 93, il y avait une espèce de rhétorique sur la diversité culturelle qui était beaucoup moins abondante qu'aujourd'hui. Par contre, les programmes, les possibilités qui étaient données, qui existaient, que ce soit pour l'ensemble des acteurs du monde culturel, que ce soit pour un grand nombre d'initiatives en direction de l'Afrique et des diasporas, à la fois pour ces créateurs, pour leur venue au Canada, et pour permettre aussi, à partir du Canada, aux artistes professionnels issus de ces diasporas, un échange avec les zones culturelles d'origine. Il y avait une quantité assez impressionnante de programmes et d'activités qui se développaient selon un certain nombre de critères qui ont été, je dirais, mis en relief par l'Agence canadienne de développement international, les fameux cadres logiques à l'époque qui existaient pour permettre à ces projets d'exister. Il y avait aussi une compréhension, je dirais, une expertise au niveau des affaires, ce qu'on appelait les affaires extérieures canadiennes, et l'ensemble des contributions que le Canada faisait. Peut-être qu'il continue de le faire, mais on n'en profite pas comme cela pouvait se faire à l'époque, à ce qu'on appelle les fonds liés de la francophonie. Donc, à travers ces ensembles de moyens, de soutien, sous Pierre Elliott Trudeau, du Parti libéral, mais autant sur Brian Mulroney du Parti conservateur, donc sous des gouvernements qui étaient dirigés par des premiers ministres qui avaient des politiques, je dirais, des partisanes différentes, il y avait eu quand même, pendant cette période-là, une très grande expansion et une possibilité que les politiques culturelles donnent une certaine envergure internationale à l'ensemble de nos productions d'ici. Ensuite, cela a beaucoup changé entre 1997 et 2004. Il y a eu de moins en moins la possibilité de permettre et de développer ces échanges. Je parle toujours dans le cadre de l'espace francophone. Et depuis 2004, c'est vraiment un retour aux années sombres. Et il y a très peu de possibilités aujourd'hui pour les artistes professionnels, pour les organismes culturels, les acteurs du monde culturel qui doivent faire valoir leur création ou participer dans les forums internationaux culturels. Il y a très peu de place pour cela. Alors je pense qu'on peut parler d'un véritable déclin. Alors merci pour votre écoute.